Donc, bonjour à tout le monde. Merci, Madame Bélanger. Merci, Serge, Martin, pour l'accueil. Merci à tout le monde d'être là. Vraiment, je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui, de venir vous présenter le plan d'action interministériel, mais surtout venir à cette première journée nationale sur le traitement de la dépendance aux opioïdes. Cette journée-ci s'inscrit en parfaite cohérence avec les orientations du plan d'action, avec nos priorités, les priorités qu'on s'est données. Madame Bélanger parlait de services de proximité, ça en fait partie. Les services de traitement de la dépendance aux opioïdes en fait aussi partie. Donc, cette journée-là s'inscrit en parfaite cohérence avec ça. Je vais vous expliquer un peu, en fait, en quoi ça s'inscrit en cohérence. C'est quoi le plan général qu'on s'est donné? Je vais tenter de le rendre le plus concret et appliqué possible à la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement de la dépendance aux opioïdes. Donc, voilà, je commence. Je vais d'abord vous parler, je vais y aller un peu en entonnoir en fait, je vais vous parler un peu de la stratégie globale du plan d'action interministériel en dépendance, comment on a procédé là, pour la démarche d'élaboration du plan d'action, les principes directeurs qui sous-tendent ce plan d'action-là, les orientations qu'on s'est données, les standards de mise en œuvre, c'est-à-dire les attentes qu'on a envers les établissements de santé et de services sociaux, donc ça vous concerne là, en grande partie. Comment on va s'assurer que ces actions-là sont mises en œuvre, puis en quoi ça s'inscrit en complémentarité là, avec la stratégie nationale 18-20 pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre. Faut savoir que ces deux initiatives-là sont très complémentaires. Elles sont totalement cohérentes. On les a élaborées là, en même temps. Nous, la Direction des services en dépendance et en itinérance, en collaboration avec la Direction générale de santé publique, qui aurait aimé être ici aujourd'hui pour vous présenter eux-mêmes la stratégie nationale de prévention des surdoses. Je vais tenter de le faire le plus humblement possible. Mais clairement là, que je n'ai pas la maîtrise du dossier autant là, que mes collègues à la Direction générale de santé publique. Donc, la structure d'élaboration, en fait, vous le savez, là, les dépendances regroupent les milieux, les différents milieux, en fait, pour s'assurer qu'on ait une stratégie efficace pour agir sur l'ensemble des composantes des dépendances. Ça prend la collaboration de plusieurs milieux. On pense au milieu judiciaire, policier, au milieu scolaire, pour ne nommer que ceux-là. Ça prend aussi la collaboration des milieux gouvernementaux, communautaires, publics, des usagers. Donc, la structure qu'on s'est donnée pour élaborer le plan d'action prend en compte l'ensemble de ces collaborateurs-là. L'acétate que je vous présente, c'est un peu ça, là, mais peut-être porter votre attention sur la consultation qu'on a faite qui a regroupé, en fait, qui a permis de recueillir les commentaires de plus de 600 personnes, de 60 organisations qui proviennent là, de tous les milieux, là, autant recherche, pratique communautaire, privée, publique. Donc, on pense qu'avec la structure qu'on s'est donnée là, pour élaborer le plan d'action, là, on arrive là, à mobiliser l'ensemble des partenaires, puis on répond là, en fait aux préoccupations là, de la plupart des partenaires. Donc, les principes directeurs. Dans le fond, les principes directeurs, c'est vraiment ce qui sert à guider l'ensemble des actions. C'est la trame de fond, en fait, qui sert à guider l'ensemble des actions qui sont inscrites au plan d'action interministériel. Premier principe directeur, la primauté de la personne. Donc, le plan d'action reconnaît que la personne est considéré comme le principal partenaire des actions qui le concernent. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut les impliquer à tous les niveaux. Ils sont ici aujourd'hui, entre autres, mais on veut là, de plus en plus les impliquer, autant au niveau de l'intervention, c'est-à-dire ils sont responsables, ils ont la capacité de prendre des décisions, donc de les impliquer dans les prises de décision, là, au niveau de l'intervention notamment, là, mais à tous les niveaux. Deuxième principe directeur, des actions adaptées aux besoins des personnes. Ce qui est au cœur de ce principe-là, je vais sortir mon anglais, c'est les principes du outreach et du no wrong door. Désolée, je sais, c'est pathétique.
Donc, ce qu'on veut, en fait, on le sait, là, le profil des personnes qui consomment est multiple, complexe. Ça veut dire que les actions doivent être multiples et complexes, aussi adaptées à leur réalité. On veut sortir des murs des établissements, on veut adapter nos organisations aux besoins des personnes et non pas le contraire. On est conscient que c'est un défi, on est conscient qu'on n'a pas la coupe aux lèvres encore, mais on veut se donner une vision pour y arriver, des moyens concrets pour y arriver aussi. Donc, les priorités qu'on s'est données vont aussi en ce sens-là. Troisième principe repose sur l'idée que la prévention, la réduction, le traitement des conséquences liées à la consommation nous concerne tout le monde, les pouvoirs publics, politiques, les milieux d'intervention, les consommateurs, les milieux communautaires, privés, publics, de la recherche, ça concerne tout le monde. Donc, ça implique nécessairement là, de rassembler en fait l'ensemble des partenaires pour s'assurer qu'on mène à bien les actions qui vont permettre d'agir de manière efficace. Donc voilà, puis à cet égard-là, en fait, c'est clair que quand on a une multitude d'acteurs, ça implique d'agir en concertation, mais ça implique aussi d'assumer un leadership fort pour s'assurer que tous les acteurs concernés vont dans la même direction. Donc ça, c'est le mandat que nous, le ministère, on s'est donné à la Direction du service en dépendance en itinérance. La structure qu'on s'est donnée de coordination, de consultation aussi, va permettre justement là, d'assurer là, la concertation puis la coordination des actions pour s'assurer justement qu'on est tous dans le même sens. Finalement, dernier principe, les actions doivent être fondées sur la connaissance et l'expérience. Pour nous, c'est ultra important que les actions qu'on met en place soient fondées sur des données probantes, mais non seulement sur des données probantes, on le sait que ça évolue rapidement, donc on veut aussi être à l'affût des nouvelles connaissances, être à l'affût des réalités du milieu, des réalités vécues par les personnes qui consomment. Donc, on va vraiment s'assurer, en fait, que nos actions le soient adaptées puis prennent en compte l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, les actions concrètes et structurantes. Vous l'avez sûrement remarqué, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le plan d'action, c'est un plan d'action qui est sur 10 ans, c'est un plan d'action qui est large, qui a une portée large. Donc, on a le défi d'englober l'ensemble des réalités que ça comprend, mais également d'être concret pour s'assurer justement que nos actions sont efficaces. Donc, c'est un peu entre ces deux enjeux-là qu'on a dû jongler. Donc, pour s'assurer qu'on prend l'ensemble de l'œuvre, on a 7 orientations qui regroupent 18 objectifs, 70 actions, qui regroupent en fait l'ensemble du continuum, là. Une des innovations du plan d'action interministériel en dépendance, c'est qu'il intègre à l'intérieur d'un plan d'action concerté avec des partenaires interministériels une offre de services en dépendance. C'est une première. Donc, de cette manière-là, on croit que le fait que nos partenaires interministériels aient des rôles concrets à jouer, donc qu'ils se soient commis pour jouer un rôle en lien avec une offre de services en dépendance, ça va nous permettre d'aller plus loin, là. Donc, première orientation, ça s'inscrit sur le continuum, on part de la prévention, puis on se rend jusqu'à l'intervention plus concrète. Première orientation, développement de la capacité des personnes à faire des choix éclairés. Dans cette orientation-là, on trouve notamment toutes nos stratégies d'information, de sensibilisation. Il y a plusieurs campagnes qui circulent actuellement. Une plus spécifique qui devrait sortir prochainement en lien avec les opioïdes. Donc, ça, c'est une action concrète qu'on met en œuvre en lien avec la stratégie de prévention des surdoses. Orientation 2, création d'environnements favorables à une saine gestion de la consommation, de sorte à réduire les méfaits qui sont associés. On retrouve là-dedans notamment tout ce qui est services d'injection supervisés, accès à l'analoxone, encore là en complémentarité avec la stratégie de prévention des surdoses. Troisième orientation, la bonification des politiques publiques. On le sait, là, pour s'assurer que, justement, on agisse de manière à assurer la sécurité là, des personnes. On a besoin, là, justement, que l'ensemble des partenaires concernés dans les politiques publiques soient cohérents. C'est sûr que quand on parle de politique publique en matière d'opioïdes, on a
besoin de la collaboration du fédéral. Il y a plusieurs réglementations, lois qui sont régies par le fédéral en matière de substances. Donc, là aussi, là, on travaille là, pour justement s'assurer d'aller dans le sens qu'on souhaite aller. Orientation 4, je crois que c'est un peu le cœur de où on est aujourd'hui. J'ai un petit problème avec mon... OK, ça va. Donc, une offre de services accessible, de qualité continue. On a plusieurs actions dans le cadre de cette orientation-là, 30 actions en fait. C'est vraiment le cœur du plan d'action. On a un objectif là, spécifique qui s'adresse au traitement de la dépendance aux opioïdes, dans lequel on a environ 4 actions. Mais c'est clair que partout sur le continuum, là, il y a des actions là, qui peuvent s'appliquer là, pour le traitement de la dépendance aux opioïdes, outre ces 4 actions spécifiques-là. Donc, l'objectif spécifique est d'assurer l'accès à des services intégrés adaptés aux personnes qui ont besoin d'un traitement pour un TUO. Là-dedans, on retrouve notamment là, toute notre volonté d'améliorer les pratiques cliniques de concert avec les autres professionnels. On veut notamment là, mettre en place des travaux qui sont en cours actuellement là, par les équipes, là, de développer un guide de pratique pour mettre en place des services bas seuil. On est à différents niveaux, dans le fond, dans nos actions à cet égard-là. Donc, un premier niveau, s'assurer que toutes les régions du Québec puissent offrir un traitement de la dépendance aux opioïdes. Premier palier, on sait qu'actuellement, la desserte de services est variable d'une région à l'autre. Donc, premier objectif. Deuxième objectif, s'assurer qu'on puisse offrir un traitement bas seuil. Donc, non seulement qu'il y ait un accès partout, donc il y a une disponibilité de services, mais que l'accès soit favorable là, pour l'ensemble de la clientèle qui ont besoin de ce service-là. Puis, on va même un petit peu plus loin. On est en travaux actuellement pour voir la possibilité là, d'inclure un traitement injectable. Donc, 3 niveaux de service finalement pour faire du step care, puis s'assurer que l'ensemble des besoins puissent être comblés là, en matière de traitement de la dépendance aux opioïdes. Clairement qu'il y a l'enjeu aussi de proximité, donc non seulement d'offrir ces services-là à l'intérieur des établissements, mais aussi de s'assurer qu'ils soient disponibles dans les lieux qui sont fréquentés par les personnes qui ont un trouble de l'utilisation d'opioïdes. Je vois vos visages, là. On se donne une vision, on n'est pas rendu, on a 10 ans pour y arriver, on a un plan de match pour y arriver. Puis on est très actifs là, actuellement pour y arriver, justement. 5e orientation, l'innovation, le développement, le transfert des connaissances. On est très actifs actuellement. Le fédéral, entre autres, nous a permis, via le programme sur l'usage et les dépendances aux substances, de mettre en œuvre plusieurs projets qui vont nous permettre de déployer là, justement tout ce qu'on veut mettre en œuvre. On a la chance au Québec de pouvoir compter sur des chercheurs dans le domaine des dépendances qui sont reconnus à travers le monde, qui travaillent en synergie avec le milieu de pratique. Donc, on veut vraiment travailler fort. J'ai entendu un sifflement. Je pensais que c'était un code pour moi. OK. Donc, j'ai perdu le fil un peu, là, mais bref, ce que je disais, c'est qu'on a la chance d'avoir des chercheurs qui travaillent en synergie avec le terrain, qui mettent en œuvre leurs expertises pour s'assurer justement que nos pratiques cliniques soient le plus possible appuyées sur des données probantes et à l'affût des nouvelles connaissances. Comme je disais, on a plusieurs projets en cours actuellement, dont, je dirais, sur 22 projets, là, dans le cadre du programme sur l'usage et les dépendances aux substances, on en a 11 qui portent spécifiquement sur les opioïdes, donc illustre là, à quel point c'est une priorité pour nous là, de mieux agir à cet égard-là. 6e orientation, le développement, le soutien de l'expertise clinique des intervenants.
On a aussi plusieurs actions en cours à cet égard-là qui portent spécifiquement sur le traitement de la dépendance aux opioïdes. Vous le savez probablement, l'INSPQ a depuis plusieurs années une formation interdisciplinaire sur le traitement de la dépendance aux opioïdes pour s'assurer justement que les professionnels concernés puissent avoir de bonnes connaissances là, pour offrir le traitement. On s'est assuré en fait que ces connaissances-là, ce contenu-là puisse être mis à jour, mais aussi d'intensifier le déploiement de la formation. Donc, ça, c'est une première action. Deuxième action qui va arriver sous peu probablement dans vos établissements, on a demandé à l'Institut universitaire sur les dépendances de faire une étude des besoins pour les professionnels, les gestionnaires, les intervenants qui œuvrent actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux pour déterminer en fait quels sont les besoins en matière de développement des connaissances et de développement des compétences, de sorte à mettre en place une stratégie justement pour s'assurer qu'on puisse répondre aux besoins là, des intervenants, des gestionnaires. Vous devriez être sollicités, certains d'entre vous devraient être sollicités là, au cours des prochains jours, prochaines semaines. Je vous invite fortement là, à participer là, à ces travaux-là. Là. Ça va nous permettre justement, nous, au ministère, d'avoir des actions là, qui sont en phase là, avec les besoins du réseau actuellement. Donc, où j'en suis? Le temps, ça va? Ça va? Okay. Orientation 7. On a une préoccupation importante pour la réalité des communautés, des Premières Nations et des Inuits. On a un chapitre spécifique qui s'adresse à cette réalité particulière-là. Les actions qui ont été élaborées dans le cadre du plan d'action en dépendance de manière à répondre aux réalités propres des communautés autochtones ont été inscrites dans une initiative qui leur est propre, c'est-à-dire, là, je vais sûrement le déformer, le plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. On a en dépendance 10 actions là, qui concernent les Inuits et les Autochtones. Donc, on le sait, là, les prévalences le montrent, il y a des besoins là. On va aussi s'assurer là, que le développement des connaissances, les pratiques cliniques, les outils qu'on développe là, puissent aussi répondre aux besoins là, de ces communautés-là. Comme je vous disais d'entrée de jeu, là où le plan d'action innove, c'est qu'il intègre une offre de services d'établissement public à un plan d'action interministériel. Donc, en annexe du plan d'action, vous retrouvez les 9 fiches qui représentent en fait les services qui doivent être offerts dans le cadre du continuum de services dépendance. Je vous invite fortement à les lire. En fait, c'est ce qu'on s'attend qui doivent être mis en place là, en termes de services au Québec actuellement. Notre volonté, c'est de s'assurer qu'il y ait une équité de services à la grandeur du Québec, clairement là, en répondant aux réalités régionales, mais que tout le monde puisse avoir accès au même niveau de service avec la même qualité de service. Donc, c'est ça la vision qu'on se donne. Vous remarquerez, c'est une première, on a une fiche spécifique pour le traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes. C'est une fiche qui n'existait pas dans le cadre de l'ancienne offre de services dépendance. Donc, encore là, ça montre notre volonté là, de mieux faire en la matière. Un plan de cette envergure sur 10 ans avec 14 partenaires, avec la volonté d'intégrer tous les paliers d'action, en fait, nécessite un suivi rigoureux de sorte que les actions soient effectivement mises en place, nécessite aussi d'assurer un suivi étroit, en fait, là, pour s'assurer là, que les actions soient mises en place. On s'est doté d'une structure pour justement permettre cet élément-là. Donc, une table interministérielle qui regroupe les 14 partenaires du plan d'action qui vont permettre de mobiliser là, chacun leur réseau respectif autour d'objectifs cohérents et communs. On va se doter aussi d'un comité d'experts qui va permettre de conseiller la table interministérielle pour s'assurer de rester à l'affût des nouvelles connaissances. Le comité d'experts va regrouper là, des gens là, de tous les milieux, de toutes les... Pour représenter en fait tout le niveau d'expertise qu'on a besoin là, pour la portée complète du plan d'action. On veut aussi qu'il y ait des représentants d'usagers sur ce comité-là.
Il y a aussi un comité spécifique autochtone. Comme je vous dis, c'est une préoccupation qu'on a. Donc, toutes les grandes organisations autochtones au Québec qui œuvrent en dépendance vont siéger sur ce comité-là, siègent sur ce comité-là. Il y a une première rencontre qui a eu lieu. Puis, un comité là, spécifique pour répondre aux réalités propres des ressources d'hébergement en dépendance. Au niveau régional, on veut aussi que cette structure-là suive pour s'assurer qu'à tous les paliers, là, les actions soient mises en place. Donc, on s'attend qu'il y ait des mécanismes de concertation régionale qui soient mis en place là, pour répondre aux besoins du programme Service dépendance. Puis, de même niveau, là, un comité là, avec les ressources d'hébergement en dépendance de chacun des territoires. 5 minutes, ça va, je m'y rends. Peut-être accorder une petite attention particulière à la stratégie nationale de prévention des surdoses. C'est quand même pour ça qu'on est là. Comme je vous dis, c'est pas ma direction qui est responsable de cette initiative-là, donc je vous présente bien humblement le contenu en espérant là, que je dénature pas la portée de cette initiative-là. Il y a 7 actions, il y a 7 champs d'action, en fait, dans cette stratégie-là. Première, vigie-surveillance. Actuellement, on est en train de mettre en place là, une enquête épidémiologique pour justement s'assurer là, de mettre en place les interventions là, pour protéger la population dans le contexte là, de l'augmentation des surdoses actuelles. On souhaite aussi là, favoriser des interventions qui concernent la prévention des surdoses, puis avoir une meilleure réponse aux surdoses et à la réduction des méfaits. Dans ce champ-là, dans le fond, ça concerne tout ce qui est accès à l'analoxone. Vous le savez probablement, là, on a mis en place des programmes d'accès gratuit à l'analoxone, donc il y a des accès en pharmacie communautaire, puis pour certains groupes communautaires aussi identifiés là, par les directions régionales de santé publique. Ensuite, activités d'information, de sensibilisation. Je vous le disais d'entrée de jeu, on est en train de travailler actuellement là, à une campagne d'information-sensibilisation qui devrait voir le jour, qui devrait être diffusée là, sous peu. On travaille aussi fort pour l'optimisation des pratiques médicales, pharmaceutiques. On a là-dedans un chantier de pertinence clinique pour un usage optimal des médicaments. Le Collège des médecins là, travaille à la révision du guide de pratique sur la douleur chronique. Il y a aussi des projets, là, notamment par l'INSPQ, là, pour l'amélioration des pratiques médicales, notamment en matière de prescription d'opioïdes. Sinon, la formation, je vous en ai parlé, formation de l'INSPQ sur le traitement de la dépendance aux opioïdes, mais aussi toutes les formations là, sur l'analoxone qui ont été déployées, donc Méthadam, AIDQ pour le volet communautaire, puis l'INSPQ là, pour le volet public. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous ai mis aussi quelques acétates à la fin là, pour illustrer un peu concrètement ce qu'on fait. Ce que je n'ai pas dit, ce qui n'est pas banal non plus, c'est les investissements qui sont en soutien spécifiquement. Je finirai peut-être là-dessus. On a un 15 millions qui vise à soutenir le déploiement de la stratégie nationale de prévention des surdoses et un 8 millions spécifiquement pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. Donc, c'est du jamais vu là, au Québec en la matière. Outre le 8 millions spécifiques en service pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. On a aussi là, tout ce qui concerne les services de proximité qui, on le souhaite, s'appliquera aussi là, pour les clientèles là, qui ont des troubles liés à l'usage d'opioïdes. Donc, voilà.